chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition du Libre Journal de Pascal Lassalle, qui d'ailleurs, je le précise d'ores et déjà, vous fait aujourd'hui une émission préenregistrée. Donc les auditeurs qui voudront se manifester à bon escient, je n'en doute point, le feront par les moyens classiques, une bonne vieille lettre manuscrite ou en utilisant la technique par un courriel rédigé correctement, bien sûr, n'en doute pas, avec les auditeurs qui sont les nôtres. Alors, je précise également que cette émission est préenregistrée au lendemain d'un colloque mémorable, le 12e colloque de l'Institut Iliade, qui a réuni au moins 1500 personnes dans ce magnifique endroit qu'est la Maison de la Chimie à Paris, dans le 7e arrondissement. Ce colloque avait pour objet principal de penser le travail de demain. Il était sous-titré « Identité, communauté, puissance ». Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux personnes qui ont participé à ce colloque à des titres divers. Tout d'abord, mon vieux complice portugais, Duarte Branquinho, que je vais présenter plus en détail dans quelques minutes, qui va m'aider en quelque sorte à poser des questions et à nous entretenir avec mon invité du jour, qui n'est autre que Stefano Vai. Stefano, bonjour. Bonjour. Buongiorno. Alors, je vous présente tout d'abord. Déjà, je précise à nos auditeurs que c'est mon invité italien et quelqu'un que je souhaitais inviter depuis longtemps. Et l'occasion m'a été donnée justement par sa présence dans ce colloque. Il a participé à de tables rondes justement qui visaient un petit peu à anticiper quelles pourraient être les incidences des évolutions technologiques sur le travail dans un avenir proche dans nos sociétés. Donc, je présente notre invité, c'est un essayiste, il est actuellement secrétaire national de l'association transhumaniste italienne. On va bien définir de quoi il s'agit, parce que je pense que d'ores et déjà, avec le mot transhumaniste, ça doit faire un drôle d'effet aux oreilles de nombre de nos auditeurs. Il est membre de l'association culturelle lombarde Terra Insubre, que j'ai bien connue à une certaine époque. Elle était dirigée par Andrea Macchetti, je ne sais pas si c'est le cas. Voilà, qui est un vieil ami de plus de 20 ans. Il est aussi celui qui a traduit les œuvres de Guillaume Faye à plusieurs moments d'ailleurs de son existence. Le jeune Guillaume Faye des années 80, quand je dis jeune, c'est aussi au niveau de la sensibilité, et des œuvres qu'il a rédigées. Et plus récemment aussi, je vais y revenir en détail tout à l'heure, il a aussi préfacé et réédité ou édité des ouvrages moins connus mais qui méritent de l'être. Et d'ailleurs, c'est un petit peu sur ce plan-là que nous allons commencer notre entretien. Et Stefano Vai va aussi nous montrer qu'il se situe dans la lignée, dans la sensibilité d'une figure une figure remarquable que j'ai évoquée à maintes reprises dans cette émission, Giorgio Locchi, qui fut le mentor de la nouvelle droite italienne, mais pas qu'italienne bien sûr, elle était originaire d'Italie et européenne. Je crois que nous allons le voir, européenne tout à fait. Et on va voir que vous avez été très influencé, vous situez aujourd'hui encore dans ce courant surhumaniste, que vous définissez aussi comme post-humaniste, mais on va un petit peu redéfinir tout ça. Donc Giorgio Locchi, que j'évoquais à différentes reprises, avec l'édition en français de nombre de ses textes par son fils aussi, notamment Pierluigi, qui nous a fait le plaisir d'être souvent présent dans ce studio. Alors, première question que je voudrais vous poser, Stefano. Donc, je parlais de Guillaume Faye, qui est une figure singulière et marquante de l'histoire de la mouvance dans laquelle je m'inscris, dans laquelle j'inscris globalement cette émission sur Radio Courtoisie. Comment avez-vous connu Guillaume Faye ? Comment, en fin de compte, après sa pensée, ses travaux, sa sensibilité s'était introduite en Italie ? Comment a-t-elle été reçue à l'époque, dans les années 80 ? Alors, c'est une histoire qui désormais remonte à un passé assez loin. Et la première fois que j'ai rencontré Guillaume Faye, c'est au cours d'un colloque du GRES, du Groupement des recherches-études pour la civilisation européenne, qui s'était déroulé en 1977 ou 18. Le sujet était l'inégalité de l'homme. Et j'étais amené là par des amis italiens qui étaient déjà en contact avec le GRES.
Et il y a eu deux épisodes qui ont marqué un peu ma vie intellectuelle successive. La première chose, c'est qu'il y avait cette tradition fort agréable qui prévoyait que les Parisiens, au cours de ces colloques, hospitaient les jeunes gens, les étudiants, etc., qui n'étaient pas à mesure de financer leur séjour au Georges V ou à un autre hôtel 5 étoiles de Paris, qui étaient très heureux d'être accueillis à la maison par des Parisiens qui étaient assez gentils de les hospiter. Et là, étant italien, je me suis retrouvé logé chez Giorgio Lorchi. Giorgio Lorchi avait les chambres de ses fils, Ursula et Pierluigi, qui avaient déjà quitté la maison et qui étaient vides. Et alors, j'ai été hospité à cette occasion par Giorgio Lorchi et j'ai eu l'occasion de faire sa connaissance. Et bien sûr, on parlait italien. D'ailleurs, mon français était encore pire que mon français d'aujourd'hui à l'époque. Et c'était très, très agréable. Et on a eu ce premier contact qui, après, s'est développé beaucoup, bien sûr. Mais dans la même occasion, j'ai eu un premier contact avec Guillaume Fay, qui était l'un des rapporteurs et qui était vraiment très vivant, très enthousiaste. Et l'ambiance de ce colloque du Grèce était assez académique, plutôt feutré dans un palais de congrès, etc. Ce n'était pas rallye dans la rue, dans les cadres d'une révolution, d'une insurrection populaire, etc. C'était quelque chose d'assez soft, disons. Et pourtant, Guillaume Fay, en lisant son intervention, il démontrait une énergie, un enthousiasme, etc., qui m'avait absolument frappé. Et après, ce contact, cette connaissance s'est renouvelée après quelques mois dans la première université d'été, toujours du Grèce, à laquelle j'ai eu l'occasion pour la première fois de participer à la Domus, près d'Aix-en-Provence. Et là, Guillaume Fay, il y avait assez peu de cadres officiels du Grèce, etc., qui, à l'époque, étaient engagés dans le journalisme, dans d'autres choses, etc., tandis que Guillaume, lui, était déjà en train de devenir un permanent du Grèce. Et il y avait une organisation, il y avait des organisateurs, bien sûr, il y avait des gens qui sont restés des amis, Gibelin, Millot et des autres. Il y avait Pierre Vial, mais surtout d'un point de vue théorique, il y avait une hégémonie absolue de Guillaume qui vraiment marquait un peu les rythmes, les sujets, le déroulement de cette université d'été. Et là, je peux dire que tandis que le premier contact a eu tout simplement l'opportunité de se présenter, etc., là est née aussi une véritable amitié qui a duré jusqu'à la mort de Guillaume et qui ne s'est jamais interrompue. Il y a eu bien sûr des périodes où on était en contact plus strict. Il y avait des sujets sur lesquels on n'était plus d'accord et des sujets sur lesquels il y avait un certain degré de débat fraternel entre nous, mais cela ne s'est jamais arrêté. Et je peux dire que presque immédiatement, Guillaume venait de publier Les systèmes actuels et peuple. Et cela avait été, à ce que je comprends, un peu une petite bataille de sa part avec les éditeurs de Copernic, etc., parce qu'il faisait des efforts pour changer un peu le style ou même le contenu du livre, compte tenu d'un point de vue de marketing éditorial ou même métapolitique, etc. Et il était parvenu à défendre son œuvre et sa pensée originelle. Et ce livre m'avait beaucoup frappé et je l'ai traduit en italien, littéralement à la main, sur une machine à taper avec un doigt. Et cela a été assez un effort de ma part.
D'autant plus que j'ai pratiquement appris le français pour traduire le système actuel du peuple, exprès. Oui, voilà, je rappelle à nos éditeurs que cet ouvrage, bon, c'est le premier grand ouvrage de Guillaume Fay, donc sorti, comme vous l'avez précisé, aux éditions Copernic en 1981, et qui a vraiment marqué son temps, et qui aujourd'hui, bon, mériterait presque une traduction, peut-être avec une nouvelle préface, bien sûr, pour l'actualiser, mais on se rend point à quel point il a été visionnaire. Il a anticipé, n'est-ce pas, Duarte? C'est vrai, Pascal. Je salue nos auditeurs. Je suis toujours heureux d'être ici à côtoyer avec toi, Pascal, et avec des amis. Bon, Guillaume, je suis heureux que nous sommes tous les trois des grands amis de Guillaume Fay. Moi, j'ai connu Guillaume je me rappelle, l'archéofuturisme venait de sortir, et il avait un très grand ami portugais, Miguel Jardim, qui m'a dit, bon, il faut vraiment que tu lis un auteur que j'ai découvert en France. Il s'appelle Guillaume Fay, il est exceptionnel. Et évidemment, tu sais comme je suis avec les livres, Pascal, j'ai demandé quelques livres de Guillaume. J'ai lu l'archéofuturisme principalement, mais même d'autres livres, et j'étais étonné, quoi. Ouais. J'ai dit, bon, il faut vraiment que je connaisse Guillaume. Et après, j'ai fait la connaissance en Espagne de Pierre Vial, de Pierre Krebs, de notre ami Gabriele Adinolfi, et de Enrique Ravelo, notre ami espagnol. Et après, Pierre Vial m'a invité à la table ronde de Terre et Peuple, à l'époque. J'ai connu Guillaume, et c'était un peu, comment dire, l'amitié au premier regard, quoi. C'était très bien passé. Comment dire, ici, on est en France, on peut dire, les beaux esprits se rencontrent. Oui, et puis bon, Guillaume est très attachant, il est facile d'accès, il a toujours été facile d'accès, il ne s'est jamais pris pour un ponte inaccessible, de cette manière, alors qu'il a quand même un bagage universitaire, il aurait pu en remontrer à beaucoup, mais c'est ça aussi qui le rendait intéressant. Exactement, et comme disait Stéphane, surtout, voilà. Il avait une énergie, c'était quelque chose. Et comme ça, j'ai demandé à Guillaume, bon, j'aimerais bien que, si tu peux aller au Portugal, si tu peux aller à Lisbonne pour une conférence. Et il m'a dit, mais oui, évidemment, je veux le faire. Et à l'époque, je menais un mouvement qui s'appelait Causa Identitaria, c'est-à-dire cause identitaire. Et j'ai fait un très bel colloque, c'était le 25 novembre 2006, avec Pierre Vial, avec Miguel Jardim, avec Enrique Ravelo, avec notre ami portugais Humberto Nuno de Oliveira, et aussi Guillaume Fay, évidemment, qui était notre star, voilà. On peut dire. Et c'est vrai que toi, tu l'as connu dans sa deuxième période, après 99. Moi aussi, c'est en grande partie le cas. Même si moi, personnellement, il m'a marqué dès sa première période. Je m'étais procuré son nouveau discours à la Nation européenne en 1987. Ce livre m'a transporté. Et ce sont ensuite ces brochures dont nous allons reparler, qui ont marqué son temps. Bon, bien sûr, le système de tous les peuples, nous venons d'en parler. Mais d'autres brochures moins connues, comme la Nouvelle Société de Consommation, L'Occident comme déclin, Europe et modernité. Et surtout, moi, un ouvrage que je porte très haut qui mériterait une réédition, Les nouveaux enjeux idéologiques, en 1985. Alors justement, mon cher Stéphano, bon, vous l'avez connu à cette époque-là, vous êtes devenus vraiment amis, vous avez contribué donc à la traduction, comme vous l'avez précisé, du système actuel des peuples. Vous collaboriez, je crois, à l'époque aussi à une revue qui s'appelait L'Homo Libère. Oui, c'est ça. Et cela m'avait donné l'opportunité de publier dans cette revue trimestrielle qui avait une formule qui est compatible avec la publication d'essais assez longues. Et cela m'avait donné l'opportunité de traduire presque tous les articles et les essais de taille courte ou moyenne de Guillaume Fay. Et en effet, Les systèmes actuels du peuple a été le deuxième livre publié par les éditions L'Uomo Libero, qui était la maison d'édition qui avait été établie par cette revue. Et je crois que la retombée presque immédiate de ce livre en Italie a été
même plus important que celle qui a eu lieu en France. C'est-à-dire, il y a tout un milieu identitaire qui a vraiment changé beaucoup son approche, sa sensibilité, sa mentalité d'après ce livre qui s'est révélé vraiment prophétique, compte tenu du fait qu'à la période où le livre a été écrit, il y avait encore les gauchismes qui avaient des velléités révolutionnaires, il y avait encore les mondes d'un bloc, il y avait l'Union soviétique, il y avait des débats qui étaient très différents de ceux d'aujourd'hui. Et le système actuel, les peuples, a un peu changé l'attitude des milieux identitaires vis-à-vis de l'avenir. Et nous a permis de prévoir des roulements, des développements qui, en effet, ont eu lieu, tels que la mondialisation, la globalisation, l'établissement d'un système globaliste et mondialiste qui est assez fâle, c'est-à-dire qui tend à se reproduire et qui tend à infecter un peu tous les pays et tous les continents et tous les endroits sur la planète. Voilà, effectivement, ce qui est intéressant de constater, et nous pour le préciser pour nos auditeurs, c'est que Guillaume Fay a été aussi quelqu'un qui a introduit certains auteurs qui n'étaient pas du tout de notre mouvance, notamment dans la sociologie postmoderniste ou postmoderne des années 80. On peut penser à Michel Maffezol, qui est intervenu d'ailleurs dans le colloque d'hier, au moment que nous enregistrons cette émission, mais aussi des auteurs comme Gilles Lipovetsky, comme Jean Baudrillard, comme Christopher Lasch, pour le versant états-unien, effectivement. Bon, bien sûr, repris ce qui pouvait être intéressant de reprendre de leurs heures, de leurs analyses, de leur regard pour analyser les mutations qui étaient en cours vers un monde post-national. Voilà, vers cette postmodernité d'ailleurs dont il s'est réclamé. Je pense que vous avez aussi repris à l'époque, avant de mettre en avant ce terme génial d'archéofuturisme, il parlait de postmodernité, de postmodernisme. Et vous, je pense, à vous lire un petit peu comme lui, et nous, de manière générale, était très connectés également à un univers de science-fiction, une vision futuriste, du cinéma aussi. Moi, je me rappelle quand il cite le film Alien de Ridley Scott dans le système à tuer les peuples. Il montre des visions grandioses d'avenir où plus tard il va définir ces deux pôles qui sont complémentaires de l'enracinement d'un côté et la désinstallation dans le petit lexique du partisan européen qu'il avait coécrit avec Robert Stokers en particulier. Mais cela déjà représente sa contribution idéologique, disons. Tandis que avant encore, les rôles de Guillaume Fay à voir avec le fait que c'était celui qui vraiment traduisait certains principes en termes des sciences politiques, sciences sociales, métapolitiques quotidiens au niveau des développements historiques, etc. Parce que le panorama à cette époque, avant le départ de George Orwell, d'une participation active à l'insidite Nouvelle Droite est exactement parce que la Nouvelle Droite avait accepté cette étiquette. Oui, c'est après la campagne de presse de 1979. George Orwell, c'était la philosophie, non? Mm-hmm. Et après, il y avait Alain de Benoît qui était la divulgation, c'était la littérature, les traditions, la science, les mouvements des idées, etc. Mais Guillaume Fay vraiment traduit tout cela à niveau des sciences politiques, à niveau de méga-tendances, à niveau des compréhensions du changement du monde. Voilà. Je crois d'ailleurs qu'il me semble que vous aviez participé aussi à une initiative qui avait essayé de lancer l'Institut du monde contemporain. Oui. Vous l'avez essayé d'organiser. Il y a aussi Jason Hadjilinas, là, le grec, avec lequel il était en relation. Pour terminer avec la réception italienne, justement, Guillaume Fay, comment ça se passait au sein, par exemple, de la Nova Destre, de Marc Kotak, et d'autres aussi qui l'ont incarné. Alors, parce que... en effet, j'ai pris contact avec le Grèce. Et les Grèces
très peu de temps après, a eu l'explosion de notoriété, des succès aussi représentés par la campagne de presse de 1979. Ouais. Et à ce temps-là, il y a un certain nombre d'intellectuels qui faisaient partie du mouvement social ou que jusqu'à ce temps-là avaient été un peu, disons, de jeunes intellectuels de droite, etc., qui ont décidé de profiter en quelque sorte de la publicité qui avait obtenu Alain Benoît, Éléments et à travers les Figaro Magazine, etc. Ils ont établi une nouvelle droite italienne. Et cette nouvelle droite était marquée par le fait qu'ils disaient « Ah bon, le gramscisme de droite, c'est bien ». C'est-à-dire, nous sommes d'accord avec les Français sur la méthode. Nous sommes même en des bonnes relations personnelles avec les dirigeants du monde du Grèce, etc. Mais foncièrement, nous sommes sur des positions idéologiques différentes parce que nous aimons mieux ce qui sont les positions de la droite traditionnelle. Et je me suis immédiatement trouvé très mal avec eux. Et en effet, je connaissais déjà Marco Tarchi personnellement, mais on a rompu presque immédiatement quelques collaborations que ce soit. Et moi, j'ai continué à avoir des rapports directement avec les monts français. Et Tarchi et ses amis, pour un certain temps, ils ont essayé d'établir une sorte de mouvement, mais finalement, cela a abouti à peu de choses. C'est bien, c'est de toute façon très bien qu'ils ont eux-mêmes traduit quelques textes importants et qu'ils ont contribué à la connaissance de mes idées, même si parfois pour les critiquer. D'accord, oui. Donc, effectivement, vous aussi, c'est dans cette période que vous avez approfondi la pensée de Giorgio Locchi, qui avait été aussi publiée en italien. Grande partie, bon, comme vous l'avez rappelé, Giorgio Locchi avait pris un petit peu, s'était un peu éloigné du Grèce après la campagne de presse 79, là, et c'est vrai, malheureusement, il n'a plus trop publié. Il avait publié avant de nombreux articles dans Nouvelle École, qui ont été justement donc rassemblés dans l'essai intitulé Définition, qui est sorti il y a déjà quelques temps chez Iliade. Qui est en partie la version italienne d'un livre, la version française, pardon, d'un livre italien que j'aurais publié moi-même. D'accord. Définition, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec société éditrice Barbarossa. Et j'avais recueilli cet essai qui avait déjà été publié dans l'Uomo Libero, plus quelques textes inédits qui étaient parus d'ailleurs en italien. Et maintenant, Pierluigi Locchi a repris la version originelle du texte qui était paru dans Nouvelle École et a traduit lui-même les textes qui étaient en italien à l'origine. Et je crois que c'est une introduction très, très importante à la pensée de Giorgio Locchi, dont d'ailleurs les chefs-d'œuvre et l'explication principale reste le Wagner, Nietzsche, les mythes surhumanistes. Alors justement, bon, pour bien situer quelle est notre perspective pour nos auditeurs, même si on en a déjà parlé dans d'autres émissions, pouvez-vous repréciser les cadres, les contours de ce qui fonde la vision du monde surhumaniste, opposée à la vision du monde égalitariste, comme le dit Locchi, de Giorgio Locchi, ainsi que très rapidement sa vision série de l'histoire, parce que c'est celle-ci qui vous a influencé de manière déterminante et qui va aussi après expliquer les ouvrages que vous allez commencer à publier et que je vais repréciser dans quelques minutes. D'après ce qu'il dit Giorgio Locchi lui-même, la vue du monde surhumaniste est une nouveauté absolue qui est née dans la deuxième partie, dans les derniers quarts du 19e siècle. Et les fondateurs de cette tendance historique sont Friedrich Nietzsche et Richard Wagner. Les rôles de Richard Wagner avaient été un peu sous-estimés par le fait que les gens qui font l'histoire de cette tendance sont des intellectuels eux-mêmes. Et alors, ils ont une compréhension plus immédiate de l'ouvrage de Nietzsche plutôt que du message artistique de Richard Wagner. Et
avec les nouveaux siècles, avec le XXe siècle, tout cela connaît une éclosion, une explosion incroyable à tous les niveaux artistiques, poétiques, intellectuels, religieux, littéraires et même politiques, en effet. Et Giorgio Locchi, là, est le premier qui fait état de cette situation et de l'héritage important que cette tendance nous laisse et que cette tendance, même aujourd'hui, on va en parler plus tard, représente comme alternative unique au système de pensée dominante, à la culture dominante. Il fait état de cette situation et c'est le premier qui ne prétend pas d'en être le fondateur, parce que tous les autres, Richard Wagner pensait avoir fondé quelque chose, Nietzsche lui répondait non, c'est moi, et après Marinetti disait Nietzsche, Wagner, ça ne compte rien parce que c'est moi en effet qui a inventé ça, et Heidegger déclare ils ont été des précurseurs, mais bon, je vais vous expliquer. Et Giorgio Locchi prend compte d'un héritage qui désormais se défini, puis peut être défini en tant que tel, et il explique de quoi il s'agit, et il donne une vision de synthèse et d'interprétation de cette sensibilité qui vraiment n'a pas d'égal. Et il identifie surtout les points centraux de cette vision comme une nouvelle vision de l'histoire, ce qui implique d'ailleurs une nouvelle anthropologie. Voilà, et puis surtout cette vision sphérique de l'histoire, je crois qu'aussi Duarte, elle te marque de cette manière, et aujourd'hui tu reconnais en grande partie. Je voudrais dire que je dois à notre ami Guillaume Fay la référence à Giorgio Locchi que je ne connaissais pas, et c'est dans l'œuvre de Fay, et en parlant avec Guillaume, qu'il m'a dit, il faut vraiment que tu connais l'œuvre de Giorgio Locchi, et à l'époque, heureusement, j'ai cherché ses livres et j'ai trouvé une traduction espagnole de définition. Oui. Et c'est comme ça que je suis entré dans l'œuvre de Giorgio Locchi. Mais Guillaume précisait bien dans une préface qui était sortie à une première traduction de l'essence du fascisme qu'il se reconnaissait que 2 maîtres, Friedrich Nietzsche et Giorgio Locchi. Donc, c'est assez clair. Donc, effectivement, aussi, Giorgio Locchi a développé cette vision sphérique de l'histoire, qui l'oppose à la fois à la vision linéaire, mais aussi à la vision cyclique, qui était chère notamment aux penseurs de la tradition pérennialiste, comme Giuseppe Evola ou René Guénon, de certaine manière. Alors, cela vous amène aussi, Stefano, à écrire des ouvrages, en plus, bien sûr, des traductions que vous avez faites de Guillaume Fay, de la parution aussi donc des articles et des recueils de Giorgio Locchi. Et donc, à la fin des années 90, début des années 2000, vous allez publier plusieurs livres. Il y en a un dont je vais citer les titres, je vais traduire à la fois de l'italien et aussi de l'anglais, parce que certains ont bénéficié d'une édition en anglais. Donc, moi, je vous rappelle avoir acheté votre Biopolitica, un nouveau paradigme, il y a bientôt 25 ans, lors de mes séjours italiens, qui était publié par notre ami Maurizio Burrelli, à la Société Editrice Barbarossa. Donc, biopolitique, donc un nouveau paradigme que vous avez réédité quelques années plus tard, et on va y venir, donc sous le titre Biopolitique, un paradigme transhumaniste, voilà, qui est traduit en anglais aux éditions La Carmeline, qui est disponible sur Amazon, parce que c'est un moyen de se le procurer. On va pouvoir en parler un petit peu. Même chose aussi dans la lignée un petit peu, vous vous rappelez, je pense, et les plus vieux auditeurs qui sont aussi des lecteurs de la revue Éléments se souviennent d'un dossier copieux qui a été consacré par le numéro 37 de la revue à l'idéologie des droits de l'homme. Donc Alain Benoît aussi avait publié, mais il y avait eu de Benoît et Fay avaient signé pratiquement tous les articles du dossier, et vous avez publié plus tard, là bon je vais traduire, je traduis aussi à la fois de l'italien et de l'anglais, donc un ouvrage intitulé Droits de l'homme, la généalogie d'une morale. Voilà, donc pareil, là qui est publié au Centro Produzioni Moira, donc là pour sa version en anglais. Donc là aussi vous avez repris un ouvrage, je trouve, très complémentaire de celui d'Alain Benoît, même si vous allez plus loin justement dans la lignée donc de la dichotomie établie par Locchi entre la pensée surhumaniste et la pensée égalitaire, comme il dit. Et surtout, voilà, ce qui est intéressant, c'est que déjà Guillaume Fay avait
c'était un musée, je pense que vous l'avez connu à l'époque aussi, cette vision du futur qu'il avait déclinée à la fois dans une bande dessinée, qui s'intitulait Avant-guerre, qui était illustrée par les frères Simon, et aussi un sonorama, donc voilà, une cassette. Oui, je le connais bien. Voilà, moi je peux dire que j'étais jeune à l'époque, j'étais transporté, enthousiasmé par cette vision. Moi qui suis aussi un fan de science-fiction, de vision futuriste, de vision grandiose, qui nous inspire, voilà, qui vraiment nous marque profondément. Donc voilà, il mettait en avant quelque chose qui était susceptible de marquer un petit peu les esprits les plus conservateurs, les plus réactionnaires, avec des visions qui se rapprochaient du choix qui va être le vôtre, parce que vous allez pousser cette voie surhumaniste vers, aujourd'hui, une thématique qui est assez controversée, y compris dans nos milieux. Et je pense, pour beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie, la question transhumaniste. Oui. Pouvez-vous nous dire comment s'est fait, vous, ce cheminement qui vous a amené à devenir secrétaire national de l'association transhumaniste italienne? Alors, si je peux dire 2 mots sur le livre sur les droits de l'homme, ce livre a originairement été publié en 1985, alors assez peu de temps après la traduction des systèmes ont trouvé le peuple et assez peu de temps après la publication de Wagner Nietzsche et les mythes surhumanistes. Et à ce temps-là, moi je suis juriste de formation, j'ai un doctorat en philosophie du droit d'ailleurs, et j'ai essayé de faire une application des théories de Giorgio Lorchi à ce qui concerne la religion des droits de l'homme. Et là, j'ai pris, bien sûr, j'ai tiré inspiration, bien sûr, des articles que Guillaume Fay avait publiés dans ses dossiers d'éléments sur les droits de l'homme, les pièges, était le titre de ces dossiers. Et j'ai développé tout cela de façon beaucoup plus articulée et plus académique, car en effet, ça, c'était ma thèse de doctorat. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai soumis l'hypothèse qu'en fin de compte, la théorie synthétique, que d'après la pensée de Giorgio Lorchi, suivrait la phase mythique et la phase idéologique d'une tendance historique. Pour ce qui concerne l'égalitarisme, ce serait les droits de l'homme, pas le marxisme. En effet, le marxisme a complètement échoué dans son projet de devenir, disons, la conclusion finale, ultime de la tendance égalitaire, tandis que l'idéologie des droits de l'homme a réussi et a aussi joué un rôle fondamental, à mon avis, dans la liquidation du marxisme lui-même. Et c'est un premier effort que j'ai fait de donner une contribution originale à la théorie, à l'école, disons, surhumaniste contemporaine. Et après cela, je tire toujours l'inspiration de Giorgio Lorchi pour ce qui concerne l'essai sur la biopolitique, mais là, c'est à un autre niveau, c'est-à-dire Giorgio Lorchi, d'après Gehlen et d'après Spengler, s'occupe un peu de l'histoire de notre espèce, de ce qui signifie être humain, des phases différentes qui ont gouverné notre évolution. Et Giorgio Lorchi identifie une première phase, le premier homme, celui de l'hominisation, où nous avons cessé, nous avons décidé de ne plus être que des animaux. Et après, il y a eu le deuxième homme qui regarde la révolution néolithique et l'établissement des grandes cultures spengleriennes. Et nous avons désormais face à nous une troisième étape dans ce procès. Ce n'est pas l'idée de recommencer un cycle, mais il y a une rupture en quelque sorte qui est devant nous, qui a déjà été considérée par Nietzsche, par exemple, avec avec le mot l'homme est quelque chose qui doit être dépassé. Ouais. Et là, j'ai
fait un effort pour développer ce concept, compte tenu du fait que le moyen de dépasser le stade néolithique, disons, de l'évolution humaine, a à voir avec la technologie moderne. Et cela est une intuition qui est partagée par Lorchi lui-même, mais qui à l'origine de la tendance surhumaniste et surtout le fruit et l'apport de Marinetti et du courant futuriste, qui d'ailleurs a inspiré l'archéofuturisme de Guillaume Fay. Voilà, rappelons d'ailleurs, pour revenir à Guillaume Fay très rapidement, 2 petits points. Vous avez évoqué un terme qui était très cher à Guillaume Fay, qui moi m'avait frappé à l'époque, ce que vous appelez le processus d'hominisation. Et moi je me rappelle d'un cours, d'un texte resté inédit, à l'époque où Guillaume Fay faisait de la formation, il était chargé du secrétariat études et recherches du Grèce, et on proposait aux adhérents des cours de formation extrêmement détaillés. Et moi, j'ai en possession un texte qui s'appelle Hominisation, hominité, hominisation. Et effectivement, il montre quel est ce processus, dans la lignée, bien sûr, autour notamment des travaux d'Arnold Gehlen, vous avez cité, dont je rappelle pour nous, plus jeunes auditeurs, qu'il est un des pères de l'anthropologie philosophique, et dont le maître ouvrage, L'Homme, a été traduit il y a assez récemment, donc alors que bon, il attendait de l'être. Mais la Nouvelle Droite avait déjà aussi popularisé les travaux de Gehlen, notamment dans la première série des fascicules d'études et recherches. Voilà, notamment le numéro 4-5, si mes souvenirs sont bons. Donc, effectivement, vous avez publié cet ouvrage. Là, je pourrais essayer de citer quelques têtes de chapitre pour nos auditeurs, pour un peu éclairer quels étaient un petit peu les points que vous avez abordés donc, dans cet ouvrage intitulé Biopolitique. Donc, un nouveau paradigme devenu biopolitique, un paradigme transhumaniste. Donc, vous parlez de bioéthique, d'environnementalisme, de biopolitique. Donc, aussi un petit peu de définir ces termes-là. Le surhumanisme et le troisième homme, justement. Les voies de la réaction, la menace dysgénique. Vous revenez également sur des termes qu'il faut redéfinir, comme toujours, se réapproprier notre langage, la nature, la culture, la sélection, les espèces et les races, la tentation eugénique, la manipulation de la vie, le siècle des biotechnologies, donc les OGM, les autres monstres, insémination, fécondation, gestation, les futures alternatives. Donc vous voyez là aussi des questions qui sont aujourd'hui d'une actualité brûlante et sur lesquelles en fait les avis sont très partagés, y compris au sein de notre sensibilité au sens très large, en sachant que nous incarnons sûrement, parce que nous ne cachons pas que Duarte et moi et quelques autres, avec Pierluigi, nous situons clairement dans cette perspective surhumaniste. Ça provoque quand même des réserves, voire de l'hostilité, du scepticisme au mieux, par rapport. Donc comment avez-vous intégré on va dire la sphère transhumaniste, et comment en fin de compte définiriez-vous les contours, ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle devrait être, en montrant vous aussi quelle est la voie, la manière d'essayer de la diriger, on va dire dans la bonne direction, vers un chemin qui est le nôtre. Transhumanisme est un terme qui a été inventé par Julian Huxley quand il était à l'UNESCO d'ailleurs. Julian Huxley était un auteur européenne, anglo-saxonne mais européenne, et considérait déjà que l'homme contemporain est un homme en transition entre quelque chose qui a existé jusqu'à présent et quelque chose qui est encore en quelque mesure identifié. D'après cela, il y a eu des techno-enthousiastes, il y a eu un héritage cyberpunk, des courants accélérationnistes, etc., qui surtout aux États-Unis, en Californie, etc., ont obtenu un succès de presse, un peu de la sorte de la nouvelle droite, quelques ans avant. Et là, il y a bien sûr beaucoup de courants et une confusion idéologique assez importante. Le seul sujet qui fait l'unanimité, c'est l'idée que c'est envisageable et c'est même désirable que l'homme puisse utiliser la technologie moderne pour dépasser soi-même, pour dépasser nos limites, pour devenir plus puissant, pour dépasser ces limites. Et c'est intéressant d'ailleurs de remarquer que l'un des chefs de file du transhumanisme américain au sens strict
et américain du terme qui est Max More. Max More lui-même est d'origine anglaise et non américain, et il a publié un essai pour avouer et pour déclarer, pour faire le point sur l'héritage nietzschéen de sa propre vue du monde. Compte tenu du fait qu'il y avait des autres intellectuels qui s'étaient un peu embarqués dans les mouvements transhumanistes, qui commençaient à avoir un certain succès à l'époque, qui étaient plus centré sur des vieux discours peut-être de droite classique, libérale, lockienne, pas au sens de George Locke, mais de John Locke, et individualiste, etc. Mais il existe bien sûr une tradition transhumaniste européenne qui a été toujours en contact avec le transhumaniste dans le reste du monde. L'Association mondiale de transhumaniste avait un chapitre en Chine, par exemple, et il a toujours existé une tradition transhumaniste européenne. S'il pouvait ne pas utiliser les noms, mais Guillaume Fay lui-même a une sensibilité qui s'inscrit entièrement, à mon avis, dans ces cadres, dans cette vue du monde. Et encore plus peut-être Yves Christin, qui est un ancien collaborateur de Nouvelle École, qui avait préparé le dossier sur l'eugénisme pour Nouvelle École, qui s'est occupé après de l'animalisme, du longévisme et des autres sujets. Avant cela, il avait publié des ouvrages qui mettaient l'accent d'ailleurs sur quelque chose qui a beaucoup été reproché à ce qui va devenir la nouvelle droite lors de la campagne de presse de 1979, c'est la sociobiologie. La sociobiologie, Marx, Darwin, les travaux de Robert Ardrey, etc. Donc, et Christen qui s'est situé vraiment dans cette lignée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il est plus vers l'animalisme. Je l'avais reçu il y a quelques années. Mais là, par exemple, il y a les transhumanismes et l'animalisme ont un certain point de contact sur les refus de ce que Locke appelle l'humanisme, ou qui maintenant est plus à la mode de définir les spéciismes. Oui, c'est-à-dire cette idée biblique que tous les hommes sont entièrement différents du reste du monde et en même temps sont tous égaux entre eux. Tandis que dans une vision plus cosmique, en quelque sorte, les hommes ont une dignité, un intérêt, un important, mais pas à raison de leur pure appartenance à l'espèce. C'est-à-dire que, par exemple, un animal avec qui j'ai un rapport personnel peut avoir en quelque sorte plus d'importance pour moi en tant que membre de ma communauté, en quelque sorte, plutôt que un être humain qui peut-être est en coma terminal et qui est à l'autre bout du monde et que je n'ai jamais connu et qui n'a rien à voir avec moi. Non, mais là, c'est vrai que ce qui est d'ailleurs une marque de fabrique, on va dire, de George Locke, qui a ensuite a été transmis à la Nouvelle Droite à travers son mentorat qu'il effectué dans les années 70 à Saint-Cloud, avec ses réunions, ses conférences donc au coin du feu qui étaient devenues légendaires, qui ont marqué tant de personnes comme Guillaume Fay en particulier, mais pas que lui. On précise bien qu'on s'inscrit aussi dans ce qu'on appelait à l'époque de manière métaphorique une guerre des dieux, entre une vision du monde vétéro-européenne, qui nous renvoie à l'aurore indo-européenne, l'aurore boréenne, comme l'a qualifié Dominique Vénère, et puis une vision monothéiste, vétérotestamentaire, où alors l'homme est conçu selon un schéma anthropocentrique. Voilà. Oui, il est unique dans l'image. Voilà, au sein du vivant, il est à part, et puis la planète lui est donnée totalement à être à raisonner, selon des termes qu'a popularisé Heidegger. Alors que vous montrez bien, il y a cette idée de co-appartenance.
nous faisons partie du règne du vivant, bien sûr, bon, nous avons nos spécificités, mais qui ne doit pas nous séparer de l'ensemble du règne du vivant. Donc en cela, nous sommes peut-être voués à nous auto-transformer. C'était quelque chose qui était cher à Guillaume, et je pense qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, si notre ami était encore parmi nous, il n'aurait pas trop de difficultés ou de prévenance à se qualifier de transhumaniste. En tout cas, il le fut même, je crois, de manière visionnaire, à travers, je dis, toute cette mythologie qu'il avait développée à la fin des années 80, dont j'ai parlé, cette vision d'avant-guerre, d'une fédération donc euro-sibérienne, voilà, qui reprenait pas mal d'éléments. Alors c'était bien sûr outré d'une certaine manière, mais c'était destiné à frapper les esprits, et notamment les plus jeunes, donc je fus, la génération qui était enthousiasmée par ces visions qu'il mettait en avant. Et d'ailleurs, à part la France et à part ceux qui ont appartenu directement à la mouvance, il y a des auteurs importants que Sloterdijk en Allemagne et maintenant surtout Stefan Sorgner. Stefan Sorgner est un professeur, est aussi un organisateur de première classe. Et en effet, il va organiser en Roumanie un colloque sur l'eurotranshumanisme où je vais probablement présenter un rapport sur la contribution de George Locke à la mentalité du transhumanisme européen contemporain. D'accord. Duarte, je voudrais demander à notre invité, je peux le dire, quelle est la différence pour vous entre le surhumanisme d'une perspective lockienne et le transhumanisme, comment vous le voyez? On peut y ajouter les post-humanismes. Ah voilà, tant mieux. Et je dirais que ce sont trois fils, peut-être il y en a encore plus, ce sont trois fils de la rupture qui a été provoquée par Friedrich Nietzsche dans la culture européenne, je crois. Et ces idées ont été développées de façon différente, mais pas seulement idéologiquement différente. Par exemple, les transhumanismes a toujours été quelque chose d'assez militant, mais en fait de compte de divulgation, d'enthousiasme d'intérêt pour les nouveautés, les perspectives technologiques, etc. Tandis que le posthumanisme est très académique, un principe, et il est un peu méfiant, c'est-à-dire de ce genre d'enthousiasme qui, d'ailleurs, peut très bien servir aussi une vision linéaire de l'histoire, c'est-à-dire une vision positiviste, le progrès illimité, linéaire, nécessaire, providentiel, messianique, un vue de la felicitas, du fait que tout le monde soit heureux dans une fin de l'histoire. Et c'est très loin, bien sûr, de mon point de vue. Et encore, le surhumanisme, à mon avis, c'est la continuation la plus cohérente et plus précise, plus intéressante de cette tradition. Et là où il y a toujours un débat, mais où je crois que même étant assez relativiste, moi-même, j'ai des bons arguments ad hominem, ad personam, c'est l'idée que si je suis assez à l'aise dans l'effort de démontrer que si quelqu'un est surhumaniste, il ne peut pas être bioludite. C'est-à-dire opposé à la technologie en tant que telle, pour des raisons soit idéologiques, soit pratiques. Et bien au contraire, aussi, j'ai la possibilité, je crois, de démontrer qu'un transhumanisme cohérent, à la fin, devrait bien sûr récupérer l'idée d'une vue de l'histoire qui ne soit pas prédéterminée, mais qui soit ouverte sur la création de formes nouvelles, etc., dans la lignée de George Locke. Le moment est venu de diffuser un bobino pour notre radio. Culture, économie, société, politique. Pour répondre aux défis qui nous attendent, Radio Courtoisie donne la parole à ses auditeurs. Vous aussi, donnez votre avis sur l'avenir de votre radio. Bâtissez avec nous la prochaine grille de programme.
Participez à notre grande enquête en allant sur enquête.rc.fr. Et pour recevoir notre enquête par la poste, demandez-la par courriel à secrétariat@rc.fr ou téléphonez au 01 46 51 00 85. Je rappelle, vous êtes à l'écoute du Libre Journal de Pascal Lassalle, qui a aujourd'hui l'honneur et l'immense plaisir de recevoir à nouveau, avec l'assistance de mon très vieil ami Duarte Branquinho, qui est essayiste, fondateur de l'association Terra et Pauvre, et des éditions Hyperborea, qui fut aussi ancien rédacteur en chef du journal Au Diabo. Je reçois Stefano Vai, donc, qui est essayiste, secrétaire national de l'association transhumaniste italienne, qui est membre de l'association culturelle lombarde Terra Insubre et traducteur notamment d'ouvrages de Guillaume Fay et lui-même auteur de nombreux ouvrages dont j'ai commencé à en citer quelques-uns. Alors Stefano, justement, vous incarnez quand même une pensée singulière, on vient de le voir dans la lignée de celle de notre cher Giorgio Locchi. Donc, au sein, justement, de l'association transhumaniste, de votre pays, mais également des différents courants transhumanistes sur notre planète. D'ailleurs, ça n'échappe pas à celui qui a été votre préfacier, Waldemar Ingdahl, qui vous situe bien dans la sensibilité qui est la nôtre. Mais comment êtes-vous perçu quand même généralement? Est-ce qu'il n'y a pas des levées de boucliers qui se font chez vous ou autre? Est-ce qu'on ne crie pas au loup avec quelqu'un de pas très recommandable au niveau des idées qui justement pourrait infuser négativement sur un courant transhumaniste qui, comme vous nous l'avez rappelé, n'échappe pas déjà à une vue du monde de type monothéiste et messianique ou cosmopolite? Il y a certainement eu une deuxième période de succès du concept du transhumanisme. Et la deuxième fois, encore un parallèle avec l'histoire de l'ainsi dite nouvelle droite, à voir avec une sorte de démonisation. C'est-à-dire dans les années 10 ou 20 du nouveau siècle, surtout, il y a eu pas mal de campagnes complotistes, conspiracy, concernant le fait que tout le monde était secrètement transhumaniste, que les forces occultes étaient transhumanistes, que le système a tué le peuple lui-même était transhumaniste, etc. Et ce sont des fantasies et il est facile de démontrer que le système fait bien usage de la technologie, mais c'est surtout pour prévenir sa diffusion et ses développements ultérieurs. Mais toute cette narrative finalement a abouti à remettre le concept des transhumanismes dans la lumière et à attirer l'attention, etc. Il y a bien sûr des gens qui sont vraiment très repoussés très fortement par les concepts de transhumanisme parce qu'ils partagent une idée fixiste de la nature humaine, qui d'ailleurs est assez consubstantielle à une partie importante de la droite traditionnelle, qui croit que l'homme a toujours été le même et sera toujours le même, de façon descriptive, mais surtout que de façon prescriptive, il ne doit pas changer. Il faut se battre pour éviter que l'homme puisse changer et s'autodéterminer, parce que c'est Dieu, si on est religieux, ou peut-être les avatars laïques de Dieu, comme la nature, les bons sens, l'humanisme, etc. La raison, qui ont déterminé à toujours ce qui l'homme est et ce qui l'homme doit être. Et bien sûr, il y a les clivages ne sont pas universels, c'est-à-dire on trouve des compagnons de route sur un certain sujet dans un certain milieu et on trouve des autres sur des sujets différents. Et là, par exemple, il y a des gens qui apprécient en quelque sorte mon opposition très radicale au système de pouvoir en place, etc. Mais en même temps sont toujours convaincus que, par exemple, c'est la technologie qui nous menace et non pas ceux qui contrôlent aujourd'hui la technologie. L'important avec un interlocuteur, c'est d'avoir une base commune, parce qu'à partir de cela, on peut argumenter pour leur démontrer que non, en effet,
ce n'est pas le cas. Et la solution pour protéger les valeurs qu'ils estiment être importantes passe, par exemple, par le fait de prendre conscience qu'ils ont des positions erronées sur des autres sujets. Alors justement, ça me fait penser à une question. Est-ce que vous avez remarqué des convergences avec des collègues transhumanistes qui sont issus de pays, de cultures, de spiritualités qui ne sont pas marqués par l'anthropocentrisme judéo-chrétien? Je peux penser par exemple à des Indiens ou des Japonais ou des Chinois qui naturellement devraient en tout cas aussi développer une vision qui échappe justement à cette nature fixiste, cette vision fixiste de la nature humaine. C'est surprenant que d'après les lieux communs occidentale et même européenne, selon lequel l'Inde serait une culture très conservatrice et très, pas primitive, mais quand même très traditionnaliste, etc. Des castes, le système des castes, des varnas. Et dans la culture indienne, il n'y a aucune opposition spontanée au concept de la transformation de l'homme. Parce que après tout, Shiva met la tête d'un éléphant sur les corps de son fils et il réalise une chimère. Des chimères. Personne ne fait pas tellement de cas à cette opération-là. Il n'y a pas un mouvement d'erreur, de yak factor devant cela. Et en effet, à un niveau populaire, l'implémentation, par exemple, de technologies modernes vis-à-vis de l'être humain lui-même, c'est le pays où il y a moins d'opposition au monde. Stéphane, ça me rappelle, pour rigoler, Shiva peut être un peu l'île du docteur Moreau avant la lettre. Oui. En quelque sorte, oui. Bon, là, c'était sur un plan plus critique, justement. Ça ne veut pas étonner, mais c'est vrai qu'il y a le culte de Ganesha, et puis, ces chimères qui étaient chères d'ailleurs à Guillaume, qui l'a développé dans notamment la nouvelle qui conclut l'archéofuturisme, une journée de Dimitri Oblomov, et puis même avant, de cette manière. Donc, c'est vrai que là aussi, c'est quelque chose qui est de nature à choquer, je peux le comprendre. Bon, voilà, des personnes qui se situent encore dans ce schéma, voilà, plus ou moins religieux, en tout cas qui, en fin de compte, voit la nature humaine comme quelque chose de donné, ad vitam aeternam. Le bioludisme, foncièrement, n'est qu'un phénomène occidental. C'est basé dans les États-Unis. Les États-Unis ont produit les plus de livres anti-transhumanisme au monde. Deuxièmement, en Europe. Troisièmement, il y a des retombées de l'hégémonie culturelle occidentale, etc., un peu dans les institutions internationales, etc. Mais pour ce qui concerne les autres identités, c'est bizarre, non? Parce que nous sommes définis par Spengler la culture faustienne. Mm-hmm. Et pourtant, c'est dans l'Occident même qu'il existe cette opposition, car ailleurs, il n'y a pas tellement de soucis, d'inquiétude vis-à-vis de l'application de la technologie, tout simplement, par exemple, pour garantir la survie et la puissance de la communauté d'appartenance. Voilà, on va y venir. D'ailleurs, c'est pas étonnant que nous sommes marqués par une vision binaire, manichéenne, où on a du mal à inclure le tiers de cette manière, alors qu'effectivement, vous voulez surtout parler de l'Inde, mais j'imagine qu'au Japon et en grande partie en Chine, ça doit être plus ou moins similaire. En tout cas, on le voit pour les Chinois. On va revenir en fin de cet entretien sur la question de l'intelligence artificielle. Mais avant cela, j'aimerais que vous développez aussi également sur des figures que parfois, qu'on associe à tort ou à raison, je pense par exemple à Ray Kurzweil, avec son concept de singularité technologique et transhumaniste, et d'autre part aussi, le rapport par exemple de quelqu'un qui aujourd'hui fait beaucoup parler de lui, on pourra éventuellement revenir sur ce contexte d'une actualité brûlante, c'est-à-dire Elon Musk aussi par rapport justement à ces évolutions où parfois on mélange un petit peu tout. Et aujourd'hui, il y a ces technoprédateurs de la Silicon Valley qu'on met en avant, des Nick Land, des Peter Thiel, etc. Donc, comment vous les situez par rapport à une confusion qu'on peut avoir? Très bref, il y a certains qui sont enrôlés, qui sont accrédités au camp transhumaniste, qui n'en font pas partie du tout.
tel que Harari, par exemple, le professeur de l'université, le professeur d'histoire de l'université des Juifs de Jérusalem. Et lui, il ne fait que décrire des transformations en place, et quand il prend position, c'est contre. Et pourtant, il y a un nombre de complotistes qui le considèrent, je ne sais pourquoi, comme les gourous du transhumanisme, et ça, c'est très bizarre. Et encore, il y a Bostrom, par exemple, qui écrit un livre sur l'intelligence artificielle dont le titre est Super Intelligence en anglais. Il a traduit en italien, mais je crois en français aussi. Et prend position contre l'intelligence artificielle, ou bien il s'inquiète toujours que les intelligences artificielles peuvent prendre les dessus. Alors, il faudrait utiliser l'intelligence artificielle pour contrôler tous les chercheurs en matière d'intelligence artificielle. Tous les États canailles, tous ceux qui voudraient faire quelque chose de nouveau dans ces camps-là, etc. Parce qu'il faudrait prévenir à tout prix le développement ultérieur de l'intelligence artificielle. Cela n'est pas transhumaniste du tout. Elon Musk, c'est une ligne moyenne, c'est-à-dire, lui, en effet, son discours officiel est un peu humaniste. Parce que, par exemple, il s'inquiète, lui aussi, que l'intelligence artificielle peut aboutir à l'extinction de l'espèce humaine. Un peu sur un mode Terminator. Hein. Voilà, oui. vous en parlez de ce modèle. Par exemple, quand il doit justifier Neuralink, l'établissement de sa société pour les implants dans les cerveaux, etc., il dit que c'est pour défendre les hommes des intelligences artificielles, leur donnant accès aux ressources de numérique, etc. Et encore, par exemple, toute l'aventure assez faustienne et prométhéenne de l'exploration de l'espace, etc., est justifiée vis-à-vis des risques existentiels. Par exemple, si la Terre devient inhabitable, ce serait bien d'avoir des colonies martiennes qui soient autonomes. Mais maintenant, il est en train, à mon avis, de bouger un peu dans les camps transhumanistes aussi, parce qu'il tient un discours plus prométhéenne et faustienne, en effet. Il y a encore Ray Kurzweil. Ray Kurzweil est sans doute transhumaniste. Il fait tous les discours, les analyses, il y a toutes les approches qui sont typiques de la mouvance transhumaniste, mais se situe du côté absolument opposé au mien, parce que lui, c'est vraiment l'idée de l'histoire linéaire qui aboutit à un état de perfection paradisiaque, etc., ce qui est tout à fait ce qui ne m'intéressait pas, ou tous ceux à qui je m'oppose. En tout cas, c'est pas le même paradis, quoi. Même s'il n'est pas linéaire de certaine manière, oui. Duarte, tu voudrais ajouter peut-être quelque chose ? Oui, on parlait avant l'émission sur les différentes tendances dans la mouvance transhumaniste. Et Stéphane, je voudrais bien que vous nous parliez un peu d'influence même des antifascistes, toujours dans la mouvance transhumaniste. Oui, là, il existe, c'est indéniable qu'il existe au sein du transhumanisme un côté bien pensant, un côté linéaire, un côté humanitaire, etc. Et d'ailleurs, c'est facile, par exemple, avec les milieux qui s'opposent à la technologie sur un point utilitariste, d'utilitarisme éthique, ou sur un point humanitariste, de leur faire noter que les refus des technologies qui pourraient éliminer des souffrances, sauver de vies, etc., c'est un peu en contradiction avec leur principe. Mais disons que, par exemple, un autre aspect qui me distingue assez nettement de Ray Kurzweil, c'est que lui, il est un techno-optimiste. C'est-à-dire, il est aussi auto-ironique sur cela, non? C'est la singularité proche, non? Il se fait photographier comme les gens un peu fous dans la rue avec les panneaux avec une pièce avec un carton sur lequel écrit la singularité proche. Et lui, il pense que la singularité est inévitable. Et il est
Oui, il appuie ça, mais il croit que ça va se produire de toute façon. Et bien au contraire, moi je crois que maintenant, heureusement, quelque chose commence à bouger. Et peut-être c'est justement parce que le monde unipolaire, mondialiste, etc., qu'il prône est en crise. Parce que ce sont toujours, disons, les conflits d'intérêts qui produisent les progrès technologiques. Mais je ne pense pas du tout que ce soit inévitable. Bien au contraire, dans l'anniversaire de la publication du manifeste futuriste de Marinetti, j'avais écrit un article sur les promontoires du siècle, disant que finalement, là, il y a eu une période d'incandescence idéologique, philosophique, artistique, scientifique, technologique, disons, à partir de la moitié du 19e siècle à la moitié du 20e siècle. Et après, tout s'est arrêté, en quelque sorte. Il y a eu des améliorations, des mises à point, des miniaturisations, mais par exemple, les concepts qui sont derrière, par exemple, un portable ou un téléviseur plat ou même une voiture électrique, etc. Ce sont des concepts qui ont été établis dans une époque antérieure, et ce sont les nains sur les épaules des géants qui ont réalisé ça. Oui, et je ne crois pas que ce soit possible de mettre en place des véritables breakthroughs s'il n'y a pas une incandescence historique en termes généraux, et s'il n'y a pas de rupture, voilà, vous parlez de rupture, d'éducation, s'il n'y a pas de défi, une volonté de rechercher quelque chose de nouveau, etc. Voilà. Concernant justement, c'est des anticipations qui avaient été proposées par Guillaume Fay, à la fois sur le plan, on va dire, ludique, au niveau de ses visions, d'avant-guerre, de cette mythologie qui est mise en place, mais également dans plusieurs ouvrages comme la colonisation de l'Europe ou Sexe et dévoiement, où carrément, voilà, il disait peut-être qu'un jour nous serons sommés face à la submersion migratoire que nous subissons dans le monde occidental en général, mais en Europe surtout en particulier, d'avoir recours à ce qu'il appelait des incubateurs, c'est-à-dire voilà des utérus artificiels pour rétablir un équilibre démographique, qui viennent bien sûr heurter des consciences marquées par bien sûr le judéo-christianisme d'une part, et d'autre part, voilà, il faisait appel aussi à des créatures, on a dit tout à l'heure, comme les chimères, et il mettait en avant, voilà, il proposait des solutions qui pourraient justement aider à régénérer, pour reprendre le terme cher à Giorgio Locchi, notre continent, régénérer notre histoire. Que pensez-vous un petit peu de ces projections? Est-ce que, bien sûr que nous sommes aujourd'hui dans... Je crois qu'en effet, là aussi, il y a le problème que si on se borne à subir les effets du changement technologique qui a déjà eu lieu, ce ne sont pas les technologies de l'avenir, mais les technologies qui sont devenues dominantes après la première révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui. Si on se borne à subir les effets de cela, l'avenir va être très triste, en quelque sorte, d'un point de vue. C'est-à-dire, il y a les scénarios de l'extinction à travers les déclins démographiques qui frappent beaucoup plus lourdement les peuples européens, parce que les peuples européens sont à l'avant-garde, mais ça risque de se généraliser à l'espèce entière. Mais on voit la Chine déjà, où ça devient critique. Oui, mais même dans les pays au monde où il y a une pression démographique plus importante, c'est-à-dire où il y a encore une solde positif entre les morts et les naissances. L'accélération démographique est en baisse de toute façon, c'est-à-dire est en train de se réduire. Alors, l'extrapolation des courbes démographiques, si rien ne change, devrait par soi amener à l'extinction de l'espèce, d'autant plus qu'il y a des mécanismes de renforcement, c'est-à-dire de feedback positif sur ces profils. Mais là encore, ce n'est pas seulement une question de quantité, c'est-à-dire l'homme s'est déjà
transformer sur le plan génétique, sur le plan de nos populations, dans des directions qui ne sont pas forcément désirables. Par exemple, l'obésité épidémique des citoyens américains plutôt que la baisse du quotient d'intelligence dont s'occupait beaucoup le quotient intellectuel, dans les années 70, etc. Et il y a la perte des identités. La perte des identités, c'est-à-dire la technologie de transport, les télécommunications, etc., cela existe. Les barrières géographiques, linguistiques, etc., n'existaient plus. Alors, ou bien c'est l'entropie, c'est-à-dire l'espèce humaine devient une espèce panmixique, c'est-à-dire où tous ont les mêmes caractéristiques moyennes parce que tout le monde a la même chance de se reproduire avec quelqu'un d'autre. Et alors, les différences, la diversité sur laquelle les mouvements woke, etc., insistent beaucoup, tout cela va disparaître si on ne fait rien. Alors, le troisième homme est censé prendre en main soi-même, se prendre en main et décider, par exemple, qu'ils ont des caractéristiques archaïques qui méritent d'être conservées pour des raisons esthétiques, affectives, idéologiques, etc., qui ne sont pas les produits de la sélection naturelle ou quoi que ce soit, qui ne peut pas revenir, mais qui sont les fruits et les buts d'un choix politique et culturel explicite. Parmi les choix aussi qui sont d'une actualité brûlante, il y a la question de l'intelligence artificielle et qui fait beaucoup parler, beaucoup écrire. Et à ce titre, vous avez vu traduit en français, donc très récemment, votre premier ouvrage, enfin en tout cas qu'il est dans notre langue, intitulé « Artificialité intelligente », sous-titré « Qui a peur de la diffusion de l'intelligence artificielle et pourquoi ?» donc qui est préfacé par Ricardo Campa. Alors si je puis me permettre, mon cher Stefano, je vous dirais que j'ai trouvé votre ouvrage quand même assez difficile d'accès. Étant donné que j'avais le net sentiment qu'il s'adressait en priorité, en tout cas par les exemples que vous donnez à un public qui est déjà très familiarisé avec tout le paysage qui ressort des débats sur le transhumanisme, ces intelligences artificielles, etc. Votre livre est divisé en deux parties d'ailleurs, qui s'intitule « Artificialité intelligente » et « Intelligence artificieuse ». Donc au final... moi, ce que j'ai tiré de sa lecture, c'est que conformément à ce dont nous venons de parler et les directions que nous avons tracées, ce défi doit être relevé de certaine manière. Au regard de la puissance et de notre pérennisation en tant que peuple, avec tous les autres éléments qui sont nécessaires à prendre en compte, nous n'avons pas le choix de cette manière. Oui, en effet, il y a eu beaucoup d'articles, livres, essais, émissions, etc., des divulgations en matière d'intelligence artificielle. C'est un sujet dont on débat depuis les années 50, etc., mais il y a eu une explosion d'intérêt suite à la diffusion de grands modèles de langage tels que la ChatGPT et toutes les autres. Et soudainement, le public s'est rendu compte que finalement, ça va venir et que ce n'est pas seulement de la science-fiction, mais ça va changer notre société, le marché de travail, comme on en parlait hier, oui. et tout cela. Et moi, j'ai eu la chance que j'étais déjà en train de créer cela et par pure coïncidence, ce livre est sorti 15 jours après l'explosion du cas médiatique. Alors, c'est un instant book, en quelque sorte, qui a été le premier livre sur l'intelligence artificielle qui tenait compte de développement en place. Et c'était un hasard heureux, c'est-à-dire ça m'a donné quelques satisfactions en termes de ventes, mais le point de mon livre, c'est exactement que je ne veux pas faire là la divulgation de qu'est-ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit, de comment ça marche, de tout cela, mais plutôt je me concentre sur le sujet de quoi faut-il en penser. Et là, les deux parties, la première concerne
les scénarios, la scène contemporaine, hein, c'est ce qui est en train de se passer, ce qui sont les équilibres, les déséquilibres, les luttes entre les intérêts et les forces qui agissent dans le monde. Et là, qui a peur de la diffusion des intelligences artificielles? Et ma réponse, comme je disais tout à l'heure, c'est les systèmes, fondamentalement. C'est-à-dire tous ceux qui sont investis d'un point de vue idéologique, personnel, économique, etc., dans la permanence du système tel qu'il est. Mmh. Et la deuxième partie concerne un autre aspect un peu plus philosophique, en quelque sorte, et c'est-à-dire quelles sont les idées, en effet, qui s'opposent? Quelles sont les appartenances idéologiques qui s'opposent de façon fondamentale à la diffusion de l'intelligence artificielle, qui sont vues comme les mythes bibliques du golem auxquels il faut résister, etc. D'après toute une science-fiction, surtout cinématographique, qui est d'habitude consommée par des techno-enthousiastes, 90% des lecteurs des livres, de romans de science-fiction qui vont au cinéma voir Avatar, Alien, Terminator, Terminator, etc., sont des techno-enthousiastes, en effet. Mais les messages de toute cette science-fiction, surtout cinématographique et surtout américaine, est entièrement néoludiste, bioludiste et catastrophiste. Voilà, donc rappelons pour nos jeunes éditeurs que néoludique, ça renvoie à un mouvement du XIXe siècle qui brisait à briser les machines, là, qui allait mettre... Qui voit la machine comme une menace. Voilà. Et là, le sujet de toute cette science-fiction américaine, c'est les us versus them, c'est-à-dire les êtres humains contre les machines. Tandis que dans notre histoire, ce sont certains êtres humains avec certains animaux, avec certaines machines qui se sont battus contre des autres êtres humains, des autres machines, des autres animaux. Mm-hmm. Oui, les choses sont beaucoup plus complexes, de cette manière, que de les voir de manière strictement binaire. En effet, ce qui est la menace catastrophique que certains voient dans l'intelligence artificielle, je la vois plutôt comme une opportunité. Une opportunité de déstabilisation, de décentralisation, de récupération des identités, des souverainetés collectives et vis-à-vis de la normalisation planétaire qui était en place depuis la moitié du XXe siècle et surtout depuis le début du nouveau siècle. Oui, et puis il y a aussi l'impératif de puissance, hein. On le rappelle. Il y a une course qui est mondiale, planétaire, qui est déclenchée. Les Chinois n'ont pas de scrupules. Ni beaucoup d'autres. Et ça, c'est bizarre et c'est un peu comique aussi parce que la droite chrétienne américaine, etc., est très humaniste et très opposée aux technologies qui concernent l'homme directement, mais aussi ce qui concerne l'intelligence artificielle. Tout cela est considéré comme faustienne, luciférienne même. Ouais. Mais en même temps, ils disent, ok, mais la Chine, ils sont très xénophobes aussi. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Ils ont une haine spéciale pour la Chine. Ils disent, si la Chine prend le dessus dans ces domaines, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, ils sont un peu bousculés dans les camps opposés parce que c'est difficile pour quelqu'un de dire, on résiste, mais en même temps, on veut rester en contrôle. D'accord. Bien, notre émission malheureusement s'achève. Je crois qu'il nous reste une dizaine de minutes. Je voudrais, avant de donner le mot de la fin à mes deux invités, donc signaler la parution récente d'une remarquable revue dont j'ai déjà maintes fois parlé dans le cadre de mon émission, dans la revue doctrinale Sparta. Dans la revue doctrinale Sparta, qui est une revue d'ailleurs... Philippe Bayet, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Une revue donc, qui est animée par Philippe Bayet et David Rouillet, donc qui viennent de faire paraître sa 4e livraison et son 4e volume, là, un volume extrêmement copieux et comme je viens de le dire, extrêmement bien fini, hein, pour les amoureux de livres que nous sommes, hein, donc, mon cher Dorothée notamment, donc seront ravis de voir donc ce nouveau volume qui comporte, je crois qu'on a combien là, on est pratiquement à 350 pages, avec un dossier
dossier d'ailleurs dont l'intitulé aussi donc est un petit clin d'œil, donc un dossier intitulé Le fascisme comme phénomène européen, mais toujours avec la rigueur, toujours avec l'acribie qui est celle de son maître d'œuvre, mais également de ses contributeurs. Donc là, les auditeurs pourront trouver des articles donc de ce même Philippe Bayet, bien sûr, mais aussi d'Enzo Era, d'Adriano Cianca, d'Adriano Grumualdi, qui fut une des grandes figures de la jeune droite italienne et bonne européenne, pour reprendre ce terme cher à Nietzsche, qui nous est cher également. Donc avec pas mal de documents, la page du Diorama Filosofico, l'hymne de la Decima Bastien, oui, là aussi c'est et puis des textes qui sont écrits, qui analysent la périphérie aussi de ce phénomène fasciste, donc des textes de René Dupuy, Alexandre Marc, de Maurice Bardèche, de Robert Poulet, d'Émile Cioran, des nécrologies aussi, donc qui signalent, qui rappellent la mort de personnes qui nous furent chères, comme Renato Del Ponte, ou Jean Audry, ou Jean-Paul Allard pour les études indo-européennes, et des comptes rendus. Voilà, c'est donc notamment le compte rendu de l'ouvrage considérable d'Andrea Scarabelli sur la vie aventureuse de Giuseppe Viola, qui devrait être d'ailleurs traduit et paraître à la fin du mois, quoi. Enfin, à la fin du mois. Nous enregistrons au mois d'avril, je le rappelle, pour nos auditeurs. Donc voilà, donc le volume numéro 4 de la revue Sparta, voilà, vraiment une copieuse livraison, et puis surtout sur un phénomène qui n'a peut-être pas épuisé toutes ses potentialités, et de certaine manière, et dont on retrouve aussi la vision avant-gardiste, la vision qui nous projette l'avenir, qui aujourd'hui marque en quelque sorte notre cheminement, notre quête et notre sensibilité. Je me permets de rappeler, donc, il nous reste combien de temps, je pense il nous reste 5 minutes. Donc, les ouvrages de notre invité, en espérant que d'autres soient traduits en français, dont notamment peut-être une version qui pourrait être réactualisée au niveau factuel. Donc, l'ouvrage de Stefano Vai, la biopolitique, oui, je veux le dire en français, la biopolitique, un paradigme transhumaniste que vous pouvez trouver en version anglaise pour les auditeurs donc qui lisent en anglais comme moi, donc aux éditions La Carmelina, et qui est disponible sur Amazon. Moi, je m'étais procuré, je ne sais plus si vous m'avez envoyé un certain nombre, j'en ai acheté d'autres. Donc voilà, là franchement, je pense que avec une légère une correction, en tout cas mise à jour, c'est vraiment un ouvrage qui mériterait une traduction parce qu'il rappelle des fondamentaux. Il rappelle les fondamentaux et des auteurs que nous avons cités, comme Lorenz, comme Galen, etc. Pour resituer véritablement donc les enjeux et la vision du monde lockéenne, surhumaniste dans ces cadres. Le deuxième ouvrage, effectivement, également, dont j'ai parlé, donc c'est cette religion des droits de l'homme. Je n'ai pas dit droits humains, je continue à dire droits de l'homme, moi, c'est mon côté vintage. Excusez-moi, ma langue a fourché. Donc, les droits humains, les droits de l'homme, généalogie d'une morale, donc pareil, publié par vos soins, au Centro Produzioni Moira. Voilà, donc disponible la version anglaise sur Amazon. Moi, je crois que sur Amazon. Voilà, un ouvrage aussi dont on devra avoir une traduction française ou ad minima anglaise, c'est vos écrits sur Giorgio Locchi. Oui, j'aimerais bien. Voilà, donc là, moi, vous m'avez envoyé gentiment en version italienne. Donc voilà, une collection d'écrits que vous avez consacrés à l'œuvre de Locchi, notamment. Oui, et cela contient par exemple les préfaces à l'édition italienne des Definizioni, et aussi mon essai publié dans les livres sur Heidegger, qui finalement a été retrouvé par le fils de Giorgio Locchi après 40 ans. Voilà, et qui a été publié récemment, la veille justement de cette émission, et sur lequel les auditeurs attentifs se doutent que je vais revenir en long, en large et en travers très prochainement, avec bien sûr son initiateur, avec Pierluigi Locchi, et peut-être d'autres personnes comme Antoine Audrey. Nous verrons ça, les auditeurs le verront dans les mois qui viennent. Oui, effectivement, dans ce petit recueil, vous avez aussi parlé je vois aussi la présentation de Prospective indo-européenne, voilà. Oui, ça c'est un recueil de tous les textes publiés par Giorgio Locchi sur la race indo-européenne. Voilà. Et puis aussi, je signale aussi d'autres ouvrages que vous avez également publiés, qui, à mon sens, aussi mériteraient de ce que j'ai pu en lire, parce que ma lecture de l'italien, malheureusement, est plus limitée que celle de l'anglais. Donc, vous avez publié, je crois, c'était... Attendez, je ne retrouve pas un recueil d'articles sur...
Attendez. Vue d'ailleurs, par exemple. Vue d'ailleurs. Non, il y a. Visto d'altrove. Non, et puis il y avait sur un recueil sur le futurisme technique. Ah oui, Voilà. Sentieri della Tecnica. Voilà, ça me revient. Là, j'avais mis. Donc là aussi, bon, c'était un recueil d'articles, je crois. Oui, mais ce n'est pas vu de droite, c'est-à-dire j'ai fait un effort pour fusionner les différents sujets dont je parle dans cet article et j'ai fait le point exactement sur un type de transhumanisme qui soit prométhéenne, futuriste et dans la lignée de Guillaume Fay, en effet. Là, je rappelle d'ailleurs qu'en Italie, c'est vraiment une terre d'émergence des avant-gardes, où la vie d'ailleurs signalée, il y a la rue Prometeica, qui a été cofondée par Carlo Maninolfi, qui a fait une superbe intervention d'ailleurs hier, et ainsi qu'à Daniel Cianca, là aussi qui annonce son 6e numéro, et aussi la sortie d'un recueil des meilleurs articles, dont quelques inédits en anglais, et qui est sorti par les émissions, par Polemos Editrice, je crois, de cette manière. Oui, c'est ça. Un dernier mot, Duarte, il nous reste peut-être 1 ou 2 minutes. Bon, Pascal, je te remercie et je voudrais dire que 10 ans après d'être orateur au colloque de l'Institut Iliade, je suis venu pour présenter mon projet éditorial qui s'appelle Édition Hyperborea. Hyperboréen, oh, pas possible. Je crois que le nom va sonner à nos auditeurs. Familièrement, oui. Oui. Et le premier livre, c'est la traduction portugaise pour une critique positive, à laquelle j'ai ajouté un préface et beaucoup de notes. Et après, je vais publier le livre de notre ami Adriano Cianca, Europe contre Occident, qui est vraiment, ça me paraît un ouvrage essentiel. Extrêmement important, oui. Et après, des livres de encore un autre ami de Gabriele Adinolfi et beaucoup d'autres. Bon. D'accord. Très bien, mais écoute, bon vent aux émissions Hyperborea, surtout pour un public lusophone. En tout cas, je tiens à vous remercier tous les deux de m'avoir fait le plaisir, l'honneur d'être présent dans cette émission. Donc, Stefano Vai, voilà, que je tenais à inviter depuis longtemps. Il piacere è stato interamente nostro. Grazie mille. Mon cher Duarte, muito obrigado. De nada, muito obrigado. Et puis, ce studio vous est ouvert, donc et moi, je donne rendez-vous à nos auditeurs le mois prochain pour de nouvelles aventures métapolitiques. Au revoir. Au revoir. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Pascal Lassalle, émission préenregistrée le 6 avril 2025 et diffusée sur Radio Courtoisie samedi 12 juillet, de midi à 13h30 et réalisée par Virginie. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse: Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.